La fin de Lord Northcliffe. Pendant les 3 années qui suivirent la conférence de paix de 1919, il fallait trouver le moyen de maintenir les armées britanniques en Palestine, de faire en sorte qu'elles aient l'air d'y accomplir un devoir honorable et de les utiliser en fait comme une couverture pour un acte qui avait le caractère d'un assassinat. Ce problème, d'une complexité infinie, fut efficacement résolu. Une image impressionnante de la manipulation secrète de grands gouvernements pour un but abominable émerge des annales, la méthode pour exercer, entre guillemets, une pression irrésistible sur la politique internationale s'améliora constamment avec la pratique. Après que la conférence de paix eut approuvé la revendication sioniste en Palestine et ainsi nié la masse des juifs occidentaux émancipés, incarnée par M. Sylvain Lévy, on passe à l'étape suivante, à la conférence de San Remo en 1920, où les puissances victorieuses se réunirent pour démembrer l'empire turc vaincu. Cette conférence adopta la tromperie ingénieuse inventée par le docteur Weizmann en 1915 et convint que la Grande-Bretagne devait administrer la Palestine sous un mandat. Les protestations contre l'entreprise retentissaient alors de plus en plus, parce que sa véritable nature commençait à être comprise. Mais M. Balfour assura le docteur Weizmann qu'elle était considérée comme étant sans importance et n'affecterait certainement pas la décision politique qui avait été fixée de manière définitive. Voilà la déclaration énigmatique qui se reproduira souvent par la suite, comme quoi sur cette question la politique ne doit pas, ne peut pas et ne changera jamais, si bien que l'intérêt national, l'honneur et toutes les autres considérations sont hors de propos. Je ne connais aucun autre cas où un principe inaltérable de haute politique nationale a été établi sans respect pour l'intérêt national ou la consultation de l'opinion publique à n'importe quelle étape. À San Remo, M. Lloyd George était anxieux que le gel entre guillemets de la paix ne survienne avant que le but secret n'ait été accompli et dit au docteur Weizmann, ouvrez les guillemets, vous n'avez pas de temps à perdre. Aujourd'hui, le monde ressemble à la Baltique avant le gel. Pour l'instant, il est toujours en mouvement, mais s'il se fige, vous devrez vous cogner la tête contre les blocs de glace et attendre un deuxième dégel. Si M. Lloyd George avait dit la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets, il aurait été dans le vrai. Et peut-être était-ce ce qu'il signifiait par dégel. Et ces circonstances, la conférence de San Remo, ouvre les guillemets, confirma la déclaration Balfour et la décision de donner le mandat à la Grande-Bretagne. Après cela, une seule étape restait entre les sionistes et leur but. La Société des Nations devait inventer des mandats, entre guillemets, s'accorder le droit d'accorder des mandats et ensuite ratifier, entre guillemets, ce mandat-là. Cela arriva en 1922, quand on le verra, mais pendant l'intervalle des protestations contre l'acte vinrent de toutes les autorités ou communautés responsables directement impliquées, les forces engagées à le promouvoir étaient triples, les sionistes dirigeants de Russie, les philosémites, entre guillemets, dans les autres sphères, que le docteur Weizmann détestait, entre guillemets, tout en se servant d'eux. Et parmi les masses, ce groupe de libéraux sentimentaux dépeint d'une manière cinglante dans les protocoles. Des avis autorisés et avertis s'étaient rangés contre cet acte dans une proportion tellement accablante que si la question avait été une autre que celle-ci envers laquelle les administrateurs étaient secrètement engagés, elle serait effondrée. La masse des protestations était si grande qu'elle est énumérée dans ces parties ici. Pour comparaison avec le résumé qui suit, elle venait 1. des Arabes palestiniens, 2. des Juifs palestiniens, 3. du leader sioniste en chef en Amérique, de même que les Juifs antisionistes d'Amérique et d'Angleterre, 4. des officiers et des soldats britanniques en Palestine, 5. des enquêteurs officiels britanniques et américains, 6. d'une grande partie de la presse à l'époque, pas encore sous contrôle occulte concernant cette question. 1. Les mandats virent dès les débuts ce qu'ils attendaient, car ils connaissaient la Torah. Le docteur Weizmann avait dit à la conférence de paix, ouvrez les guillemets, la Bible est notre mandat. Et il les connaissait, le Dieu des Juifs, et ses promesses de pogrom et de récompense,
ouvrez les guillemets, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, cette nation plus grande et plus puissante que toi, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras frappés, tu les détruiras entièrement. Tu ne feras aucune alliance avec celles et tu ne leur montreras aucune pitié. Deutéronome 7, 1, 3. Ainsi, le sionisme et son soutien occidental signifiaient l'extermination pour eux sous une loi datant de 2500 ans et falsifiée. Et les événements de 1948 prouvèrent cela. En 1945, le roi Ibn Saoud dit au président Roosevelt, ouvrez les guillemets, vous avez mené 2 guerres mondiales pour découvrir ce que nous savons depuis 2000 ans. Et en 1948, l'intention d'accomplir littéralement la loi et le commandement cité plus haut fut prouvée par les actes de façon significative. Même les juifs antisionistes ne pouvaient pas croire, avant qu'il n'arrive, que cet accomplissement littéral était planifié. En 1933, Bernard G. Brown cita correctement le passage mentionné ci-dessus comme étant la raison des craintes arabes et dit, ouvrez les guillemets, bien sûr les Arabes incultes ne comprennent pas que le juif moderne ne prend pas sa Bible au sens littéral et ne serait pas si cruel envers son semblable, mais ils soupçonnent que si les juifs fondent leurs revendications palestines sur leurs droits historiques à ces terres, ils ne peuvent le faire que sur l'autorité de la Bible et les Arabes refusent d'en rejeter une seule partie. M. Brown de Chicago ne connaissait pas les Khazars. Les Arabes en 1920 ne furent pas dupes de l'engagement public de M. Balfour dans la déclaration que leurs droits civils et religieux seraient protégés, ni de l'engagement public de M. Wilson. Les 14 points qu'ils auraient, ouvrez les guillemets, une sécurité d'existence incontestable et une opportunité absolument indépendante de développement autonome. S'ils ne le savaient pas, ils devinèrent que M. Balfour, M. Lloyd George et M. Wilson avaient secrètement promis la Palestine aux sionistes. Connaissant la Torah, ils ne crurent pas non plus à la déclaration publique de M. Winston Churchill en 1922, lorsqu'il était secrétaire colonial. Ouvrez les guillemets, des déclarations non autorisées ont été faites impliquant que l'objectif visé est de créer une Palestine complètement juive. Des expressions ont été utilisées comme la Palestine doit devenir aussi juive que l'Angleterre est anglaise, un reproche direct au Dr Weizmann. Le gouvernement de Sa Majesté considère toute suggestion de ce genre comme irréalisable et n'a aucun but semblable en vue. De même, il n'a à aucun moment envisagé la disparition ou la subordination de la population, de la langue ou de la culture arabe en Palestine pendant la Seconde Guerre mondiale comme Premier ministre et ensuite comme leader de l'opposition. M. Churchill apporta son soutien au processus né ici. 2. La communauté juive originelle de Palestine, jamais prise en considération à aucune étape dans tous ces procédés, était violemment antisioniste. Le Dr Weizmann, presque seul parmi ses compagnons sionistes et les politiciens occidentaux associés avec eux, avait quelques relations avec ces juifs originels, ayant fait une ou 2 brèves visites en Palestine. Il dit que la plupart de ses compagnons sionistes de Russie, ouvrez les guillemets, complètement ignorants à leur sujet. À cette période, en 1919-1922, les leaders sionistes apprirent d'abord que les Juifs de Palestine les considéraient comme, ouvrez les guillemets, païens, impies, cruels, ignorants et malveillants. Le Dr Weizmann, dont l'attitude familière était qu'il agissait uniquement pour leur bien, ouvrez les guillemets, nous tenions seulement à rendre des conditions un peu plus modernes et confortables pour eux, fut plutôt horrifié de découvrir à quel point nous étions éloignés d'eux, et les écarts comme de vieux conservateurs qui bombardaient de façon agaçante les organisations juives en Amérique de plaintes à propos des sionistes. Il les écarta comme de vieux conservateurs qui bombardaient de façon agaçante les organisations juives en Amérique de plaintes à propos des sionistes, exactement 90% de leurs lettres étant violemment hostiles. Typiquement, le Dr Weizmann fut informé du contenu de ces lettres par un censeur britannique. Négligent dans ses responsabilités, qui lui montra ces protestations des Arabes natifs et des Juifs natifs de Palestine furent ignorées des politiciens de Paris et de San Remo.
3. En 1919, M. Louis Brandes visita le pays qui alors depuis 20 ans constituait l'objet de son intérêt ravivé pour le judaïsme et fut immédiatement désillusionné par la rencontre effective avec la terre inconnue et décida qu'il serait mauvais d'encourager l'immigration. Il recommanda vivement la réduction importante, sinon la suppression, de l'organisation sioniste mondiale et la limitation de l'activité future à la tâche modeste de fonder une patrie juive par le biais d'associations sionistes séparées dans les divers pays. Dans les faits, cela serait un simple centre culturel en Palestine, constituant peut-être une université et des académies, ainsi que des installations agricoles un peu plus nombreuses avec des moyens d'immigration raisonnables pour le petit nombre de juifs qui, de leur propre volonté, désireraient aller en Palestine. Cela signifiait l'abandon du concept de nationalité juive séparée, symbolisé par un État juif. Et c'était une trahison, c'était, comme le dit le docteur Weizmann, une renaissance du vieux clivage entre l'Est et l'Ouest, entre les Ostjuden et les Juifs de l'Ouest, émancipés avec Washington et Pinks. Le nom de l'auteur de l'expression concernant la pression internationale était significatif et non une coïncidence. Les sionistes de Russie renversèrent M. Brandes aussi facilement que le docteur Herzl en 1903-1904 au Congrès des sionistes américains à Cleveland. En 1921, M. Brandes exposa la proposition résumée ci-dessus. Le docteur Weizmann, s'y opposant, insista sur un fonds national, entre guillemets, c'est-à-dire un revenu collecté par le gouvernement autodésigné d'une nation juive à partir d'un impôt obligatoire qui serait payé par les membres de l'organisation sioniste, et un budget national. La faiblesse de M. Brandes était précisément celle du docteur Herzl en 1903. Les grands gouvernements occidentaux étaient engagés envers les sionistes de Russie. Le Congrès qui, s'il était élu d'une quelconque manière, c'était par environ un dixième des Juifs d'Amérique, soutient le docteur Weizmann, et le docteur Brandes quitta les hautes sphères. 4. En Palestine, les soldats et les officiers britanniques verrent qu'une tâche impossible allait leur être imposée. Ils étaient d'une race qui avait acquis plus d'expérience dans l'administration de territoires étrangers qu'aucune autre dans l'histoire, et l'expérience de même que l'instinct les avertir. Ils savaient comment administrer un pays de façon juste ou non de tous ces peuples indigènes, et l'avaient souvent fait. Ils savaient qu'aucun pays ne pouvait être administré de façon juste, ni même être maintenu dans le calme, si on faisait entrer de force des émigrants étrangers et qu'on contraignait les peuples indigènes à l'accepter. Leurs protestations aussi commencèrent à remonter jusqu'à Londres, et jusqu'à la fin, 30 ans plus tard, furent ignorées dès le début. Les Arabes acceptèrent l'amère vérité et commencèrent en 1920 à résister par des émeutes, des révoltes et tous les moyens à portée de main. Depuis, ils n'ont jamais arrêté et manifestement ne s'arrêteront pas avant que leurs griefs soient amendés ou qu'ils soient tous mis en captivité armée de façon permanente. 5. Comme les politiciens de premier plan, l'expression du docteur Weizmann à Londres, à Washington, était résolue d'implanter les sionistes en Palestine à n'importe quel prix, sans tenir compte d'aucun conseil, opinion ou protestation. Le chercheur d'aujourd'hui pourrait se demander pourquoi le président Wilson et Lloyd George envoyèrent des commissions d'enquête dans le pays qu'ils marchandaient. S'ils espéraient recevoir des rapports encourageants à la manière du conseil de Sir Henry Wilson sur les mois boueux, ils furent déçus car ces enquêteurs se contentèrent de confirmer ce que les Arabes juifs et britanniques en Palestine avaient tout dit. La commission King-Cran du président Wilson en 1919 annonça que les sionistes attendent avec impatience une expropriation pratiquement complète des habitants non juifs actuels de la Palestine. Cette commission a ajouté, ouvrez les guillemets, par diverses formes d'achat, les officiers britanniques purent expérimentés, entendus par la commission, l'informèrent de façon correcte que le programme sioniste ne pouvait pas être réalisé, excepté par la force des armes. La commission Aircraft de M. Lloyd George, 1921, annonça que la véritable racine des troubles qui commençaient alors en Palestine se trouvait dans la croyance arabe justifiée que les sionistes avaient l'intention de dominer en Palestine. 6.
De loin, l'obstacle le plus grand à l'ambition sioniste vint du rapport factuel dans la presse de ce qui se passait en Palestine et des commentaires éditoriaux défavorables aux sionistes. À tout moment, jusqu'à la guerre de 14-18, les gouvernements américains et britanniques, avant qu'ils ne aillent trop loin, devraient compter avec l'opinion publique informée de façon exacte par les journaux. La corruption de la presse, prédite par les protocoles, commença avec la censure introduite pendant la Première Guerre mondiale. La montée du pouvoir dirigeant dans les coulisses avait été révélée par le cas du colonel Repington, de M.H.A. Green et de M. Robert Wilson en 1917-1918. Des correspondants expérimentés furent poussés à démissionner ou à écrire des livres parce que leur compte-rendu était ignoré, étouffé et supprimé. Un éditeur qui publiait un compte-rendu fidèle sans se soumettre à la censure était poursuivi. En 1919-1922, la censure était en train de prendre fin et en général, les journaux retournaient de façon naturelle à la pratique antérieure du reportage authentique et du commentaire impartial des faits rapportés. Cela rétablit l'ancienne surveillance de la politique gouvernementale. Et si elle avait continué, elle aurait sans aucun doute contrecarré le projet sioniste, qui ne pouvait être maintenu s'il était ouvert à l'examen public. Par conséquent, l'avenir entier pour les sionistes, à ce moment crucial où le mandat n'était pas encore ratifié, déclencha la suppression des informations et des commentaires défavorables de la presse. À ce moment précis, un événement eut lieu qui produisit ce résultat à cause de ce grand impact sur l'avenir et de par sa propre nature singulière. L'événement dénoté dans le titre du chapitre précédent mérite ici d'être relaté en détail. À ce stade de l'affaire, l'Angleterre était d'importance primordiale pour les conspirateurs. J'ai montré que le Dr Weizmann et M. House utilisèrent tous les deux ce mot, et en Angleterre, l'énergique Lord Northcliffe était un homme puissant. L'ex-Alfred Armourworth, large, arborant un toupet napoléonien humide, possédait les deux quotidiens les plus largement lus, divers autres journaux et périodiques. Il était de plus le propriétaire majoritaire du journal le plus influent au monde, à ce moment-là, le Time de Londres. Ainsi, ils avaient l'accès direct à des millions de gens chaque jour, et malgré son sens des affaires, c'était par nature un grand éditeur de presse, courageux, combatif et patriotique. Il avait parfois raison et parfois tort dans les causes qu'il lançait ou soutenait, mais il était indépendant et incorruptible. Il ressemblait quelque peu à M. Randolph Hearst et au colonel Robert McCormick en Amérique, c'est-à-dire qu'ils auraient fait beaucoup pour augmenter la circulation des journaux, mais seulement dans les limites de l'intérêt national. Ils refusaient de colporter des blasphèmes, des obscénités, de la diffamation ou de la sédition. Ils n'avaient peur de rien et c'était une force dans le pays. Lord Northcliffe se fit l'adversaire de la conspiration de Russie de deux façons. En mai 1920, il fit imprimer dans le Time l'article mentionné précédemment sur les protocoles. Il s'intitulait, ouvrez les guillemets, « Le péril juif », un opuscule inquiétant, appel à l'enquête. Il concluait, ouvrez les guillemets, une enquête impartiale sur ces supposés documents et sur leur histoire est des plus souhaitables. Allons-nous écarter la question entière sans enquête et leur laisser invérifier l'influence d'un livre tel que cet ouvrage? Puis en 1922, Lord Northcliffe visita la Palestine accompagné par un journaliste, M.N. Jeffrey, dont le livre qui enregistrera Palestine The Réalité demeure l'ouvrage classique de référence sur cette période. C'était une association d'un genre différent de celui formé par les rédacteurs du Times et de Manchester Guardian, qui écrivaient leurs articles, une sur la Palestine en Angleterre, et en consultation avec le chef du clan sioniste, le Dr Weizmann. Lord Northcliffe, sur place, arriva à la même conclusion que tous les autres enquêteurs impartiaux et écrivit, ouvrez les guillemets, à mon avis, sans y réfléchir suffisamment, nous avons garanti que la Palestine serait un foyer pour les Juifs, malgré le fait que 700 000 musulmans arabes y vivent et la possèdent. Les Juifs semblaient être sous l'impression que toute l'Angleterre était dédiée à la cause du sionisme, et même qu'en fait, elle s'enthousiasmait pour elle. Et je leur ai dit que ce n'était pas le cas,
et qu'il devait prendre garde à ne pas excéder notre peuple par l'importation secrète d'armes pour se battre contre 700 000 Arabes. Il y aura des troubles en Palestine. Les gens n'osent pas dire la vérité aux Juifs d'ici. Par mois, ils viennent d'en recevoir une partie. En révélant cette vérité, Lord Northcliffe faisait une double offense. Il était déjà entré dans la chambre interdite en réclamant une enquête sur les origines des protocoles, depuis il fut à même de publier cette vérité dans les journaux à grand tirage qui lui appartenaient, de sorte qu'il devint pour les conspirateurs un homme dangereux. Il rencontra un obstacle sous la forme de M. Wickham Stead, qui était l'éditeur du Times, et donc la défense du sionisme est rapportée par le docteur Weizmann. Dans ce combat, Lord Northcliffe avait un talon d'Achille. Il voulait particulièrement que la vérité sur la Palestine paraisse dans le Time, mais il n'était pas l'unique propriétaire de ce journal, juste le propriétaire principal. Ainsi, ses propres journaux publièrent sa vérité d'article sur la Palestine, mais le Time effectivement refusa de la faire. M. Wickham Stead, bien qu'il eût fait de grandes propositions concernant l'avenir de la Palestine, refusait de s'y rendre et refusait de faire de la publicité à l'argumentation antisioniste. Ces faits et tout ce qui suit maintenant sont relatés à nouveau avec une sincérité surprenante dans The Official History du Time de 1952. Elle rapporte que M. Wickham Stead éluda entre guillemets la visite de la Palestine quand Lord Northcliffe la pria de s'y rendre. Elle rapporte aussi, ouvrez les guillemets, l'inaction de M. Wickham Stead après le télégramme de Lord Northcliffe dans lequel il exprimait le souhait, ouvrez les guillemets, d'un article et une attaquante l'attitude de Balfour envers le sionisme. Dans ce qui suit, l'attention du lecteur est particulièrement dirigée sur les dates. En mai 1920, Northcliffe avait suscité la publication de l'article sur le protocole dans le Time. Au début de l'année 1922, il visita la Palestine et produisit la série d'articles mentionnés plus haut le 26 février 1922 et quitta la Palestine après sa requête qui fut ignorée à l'éditeur du Time. Il était exaspéré contre l'éditeur intransigeant et fit lire un message critiquant fortement sa politique éditoriale lors d'une conférence de la rédaction qui se réunit le 2 mars 1922. Lord Northcliffe souhaitait la démission de M. Wickham Stead et fut étonné qu'il reste après ce reproche public. L'éditeur, au lieu de démissionner, décida, ouvrez les guillemets, de prendre l'avis d'un avocat sur le degré de provocation qui était nécessaire pour constituer un renvoi illégal. À cette fin, il consulta le propre conseiller juridique particulier de Lord Northcliffe le 7 mars 1922 qui informa M. Wickham Stead que Lord Northcliffe était anormal, entre guillemets, inapte aux affaires, entre guillemets, et, à en juger par son apparence, entre guillemets, peu susceptible de vivre longtemps, et conseilla à l'éditeur de continuer sa fonction. L'éditeur se rendit alors à Pau, en France, pour voir Lord Northcliffe, et à son tour décida que Lord Northcliffe était, entre guillemets, anormal. Le 31 mars 1922, informa un directeur du Time que Lord Northcliffe était en train de devenir fou, entre guillemets. L'insinuation de folie fut ainsi lancée par un éditeur que Lord Northcliffe désirait destituer, et les impressions d'autres personnes sont donc manifestement pertinentes. Le 3 mai 1922, Lord Northcliffe participa à un déjeuner d'adieu à Londres, donné pour l'éditeur de l'un de ses journaux partant à la retraite, et, ouvrez les guillemets, était en excellente forme. Le 11 mai 1922, il fut un discours excellent et efficace à l'Empire Presse Union, et la plupart des personnes qui l'avaient jugé anormale crurent qu'elle s'était trompée. Quelques jours plus tard, afin qu'il prenne des dispositions pour la démission de l'éditeur, ce directeur général ne vit rien d'anormal, entre guillemets, dans cet ordre, et n'était pas le moindre du monde inquiet concernant la santé de Northcliffe. Un autre directeur qui le vit alors, ouvrez les guillemets, considérait qu'il avait autant de risques de mourir que lui. Il ne remarqua rien d'inhabituel dans l'attitude ou l'apparence de Northcliffe le 24 mai 1922. Le 8 juin 1922, Lord Northcliffe, depuis Boulogne, demanda à M. Wickham Stead de venir le voir à Paris. Ils s'y rencontrèrent le 11 juin 1922 et Lord Northcliffe dit à son visiteur que lui, Lord Northcliffe, assumait la direction éditoriale du Times.
Le 12 juin 1922, le duo partit pour Évian-les-Bains. M. Whitcomb Stead ayant fait monter un docteur en cachette dans le train jusqu'à la frontière suisse. Arrivé en Suisse, un des brillants neurologues français, anonyme, fut appelé et dans la soirée déclara Lord Northcliffe fou, en vertu de quoi M. Whitcomb Stead câbla des instructions aux tables disant de ne pas tenir compte ni de publier quoi que ce soit provenant de Lord Northcliffe. Et le 13 juin 1922, il partit sans jamais revoir Lord Northcliffe. Le 18 juin 1922, Lord Northcliffe retourna à Londres et on lui retira en effet totalement le contrôle de ses entreprises et même la communication avec ces dernières, particulièrement le Times. Son téléphone fut coupé, le manager fut posté la police devant la porte pour l'empêcher d'entrer au bureau du Times s'il était capable de l'atteindre. Pour cela, selon le Official History, était sur la foi d'un certificat établi dans un pays étranger, la Suisse, par un docteur français anonyme. Le 14 août 1922, Lord Northcliffe mourut. La cause déclarée de la mort fut endocardite ulcérative et son âge était de 57 ans. Il fut enterré après un service à l'abbaye de Westminster au milieu d'une large assemblée de rédacteurs en pleurs. Voilà l'histoire telle que je l'ai prise dans la publication officielle. Rien de tout cela n'est connu à l'extérieur d'un petit cercle. À l'époque, elle ne parut dans The Official History qu'après 3 décennies. Et si elle avait été publiée entièrement en 1922, elle aurait probablement suscité de nombreuses questions. Je doute qu'aucun remplacement comparable d'un homme puissant et riche puisse être cité, en tout cas dans des circonstances mystérieuses telles que celle-ci. Pour la première fois, j'apparais maintenant dans ce récit comme témoin personnel des événements. Dans la guerre de 1914-1918, je fus un participant parmi des millions d'autres perplexes et ne commençais à voir sa véritable forme que longtemps après. En 1922, je me trouvais un instant dans le cercle des intimes, bien que n'y appartenant pas. Rétrospectivement, je me revois proche de Lord Northcliffe, qui était sur le point de mourir et totalement ignorant du sionisme, de la Palestine, des protocoles ou de toute autre question au sujet de laquelle il avait élevé la voix. Mon témoignage peut avoir un certain intérêt, je ne peux personnellement juger de sa valeur. En 1922, j'étais un jeune homme revenant tout juste de la guerre qui luttait pour trouver une place dans le monde, et j'étais devenu employé au bureau du Time. De là, je fus convoqué en cette première semaine du juin où Lord Northcliffe se préparait à destituer M. Whitcomb Stead et à lui-même assurer la direction éditoriale du Times pour partir comme secrétaire chez Lord Northcliffe, qui était à Boulogne. On m'avertit à l'avance que c'était un homme peu commun, dont chaque ordre devait être rapidement exécuté. Probablement, pour cette raison, tout ce qu'il faisait ne me sembla être que la simple expression de sa nature inhabituelle. Aucun soupçon de quelque autre nature que ce soit ne me vint jamais à l'esprit une semaine avant qu'il ne soit, entre guillemets, déclaré et dans les faits mis en captivité. J'étais complètement ignorant des conditions, entre guillemets, anormales, si bien que l'expert pourrait ne pas tenir compte de mon témoignage. Quoi qu'il en soit, le comportement que j'observais fut exactement ce à quoi ceux qui avaient travaillé avec lui durant de nombreuses années m'avaient dit de m'attendre. Il y eut une exception à cela. Lord Northcliffe était convaincu que sa vie était en danger et le dit plusieurs fois. En particulier, il dit qu'on l'avait empoisonné. Si cela est en soi de la folie, alors il était fou. Mais dans ce cas, de nombreuses victimes d'empoisonnement sont mortes de folie et non de ce qu'on leur a donné. Si par tous les hasards c'était vrai, il n'était pas fou. Je me rappelle avoir pensé qu'il était plausible qu'un tel homme dût avoir des ennemis dangereux, bien qu'à ce moment-là, je n'avais aucun soupçon d'une quelconque hostilité particulière qui aurait pu s'être attirée. Sa croyance en faisait certainement l'objet de soupçons de la part de ceux qui l'entouraient, mais si par hasard il y avait une raison à cela, alors une fois encore, ce n'était pas de la folie. Si tout cela avait transpiré à la lumière du jour, de telles choses auraient pu être résolues. Je ne peux en juger et peux seulement rapporter ce que je vis et pensais à l'époque, en tant que jeune homme qui n'avait pas plus d'idées de ce qui se passait autour de lui qu'un bébé ne connaît la forme du monde.
Quand je retournai à Londres, je fus interrogé à propos de Lord Northcliffe par son père, Lord Rothermere, et l'un de ses associés principaux, Sir George Sutton. La pensée de la folie devait déjà être dans leur esprit à ce moment-là. Le certificat en avait résulté et dut donc sous-tendre que leurs questions, même à ce moment-là, ne n'eussent un quelconque soupçon, bien que je fusse l'une des dernières personnes à l'avoir vu avant qu'il ne soit déclaré fou et évincé du contrôle de ses journaux. Je n'étais pas au courant de cela quand je les rencontrai, ni le fus pendant longtemps par la suite. Tout cela fut accompli dans un tel secret que bien que je restais au service du Times pendant 16 ans, je ne fus mis au courant de la folie et du certificat que 30 ans plus tard, par The Official History. À ce moment-là, je fus à même de voir quelle énorme conséquence avait résulté d'une affaire dans laquelle j'avais été un spectateur non initié à l'âge de 27 ans. Lord Northcliffe donc était hors de la circulation et du contrôle de ses journaux au cours de la période décisive précédant la ratification entre guillemets du mandat par la Société des Nations qui conclut la transaction palestinienne et légua les conséquences à notre présente génération. L'opposition d'une série de journaux à grand tirage à cette période aurait pu changer le cours entier des événements. Après la mort de Lord Northcliffe, la possibilité d'éditoriaux dans le Times, ouvrez les guillemets, attaquant l'attitude de Balfour envers le sionisme, disparut. Désormais, la soumission de la presse, de la manière décrite par les protocoles, devint toujours plus apparente. Et avec le temps atteignit la condition qui prévaut aujourd'hui, où le reportage fidèle et le commentaire impartial sur cette question sont depuis longtemps en suspens. Lord Northcliffe fut évincé du contrôle de ses journaux et mis sous contrainte le 18 juin 1922. Le 24 juillet 1922, le Conseil de la Société des Nations se réunit à Londres, à l'abri de toute possibilité de forte protestation publique par Lord Northcliffe, afin d'accorder à la Grande-Bretagne un mandat pour rester en Palestine et d'y installer les sionistes par la force des armes. Je décris ce que les événements révèlent être la réalité. La question ne fut pas présentée ainsi au public, bien sûr. Cet acte de ratifier entre guillemets, le mandat, entre guillemets, fut dans de telles circonstances une formalité. Le véritable travail rédiger le document et s'assurer qu'il reçoive l'approbation avait été fait à l'avance sur le premier point par des auteurs inspirés par le Dr Weizmann et sur le deuxième par le Dr Weizmann lui-même dans les antichambres de nombreuses capitales. Les membres de The Inquiry de M. House avait rédigé l'accord de la Société des Nations. Le Dr Weizmann, M. Brandes, le rabbin Stephen Wise et leurs associés avaient rédigé la déclaration Balfour. Maintenant, le troisième document essentiel devait être rédigé, unique en son genre dans l'histoire. Le Dr Weizmann fit à Lord Curzon, alors ministre des Affaires étrangères britannique, le compliment formel de dire qu'il était responsable de l'élaboration effective du mandat.